Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là en amphi, en ligne ou de m'écouter en replay. Je vais me présenter très brièvement et plus pour que vous compreniez mon approche de l'analyse de la mode plutôt que vous me connaissiez. Comme disait Jacques, je suis psychologue de formation, j'ai une thèse en psychologie cognitive et neurosciences. Pendant des années, j'ai travaillé sur quelque chose qui est très très loin de la mode, sur le mal des transports, les illusions vestibulaires, l'oreille interne. Et puis, il y a 8-9 ans, j'habitais à Londres, j'ai longtemps habité à Londres et une université, le London College of Fashion, cherchait un psychologue pour monter, pour développer un département de psychologie appliquée à la mode. Et ça m'a vraiment intriguée, parce que pour moi, j'étais psychologue, j'avais une thèse en psychologie cognitive, en neurosciences, c'était quelque chose, un domaine pour moi qui était très sérieux, très compliqué. On ne rigolait pas avec la psychologie pour moi. Et pour moi, la mode, c'était quelque chose de très flou, très frivole, pas sérieux du tout. Et ça m'a tellement intriguée que j'ai commencé à me demander ce que c'était pour moi la mode. Et j'ai commencé à lire des livres, à écouter des podcasts, à aller voir des expositions de mode. Et là, j'ai ouvert une porte qui a été pour moi très importante, qui a changé ma vie, puisque j'ai complètement changé toutes mes recherches, tous mes enseignements, et je me suis spécialisée en psychologie de la mode. Pour la petite histoire, cette recherche de psychologue au London College of Fashion, j'ai postulé à ce travail, je l'ai eu, et j'ai développé une licence, un bachelor, qui est encore aujourd'hui le seul bachelor qui enseigne la psychologie appliquée à la mode. Aujourd'hui, je suis professeur associé en marketing à BSB, principalement basé à BSB Dijon. J'enseigne au sein du MSc Luxury Management Innovation. C'est pour ça que vous allez voir quelques petites mentions de luxe tout au long de ma présentation. Mais mon expertise principale, que ce soit dans mon enseignement ou dans ma recherche, c'est la mode. Et j'utilise les connaissances de psychologie, que ce soit psychologie cognitive, sociale, tout type de psychologie, et je l'applique à la mode. La grande question, c'est qu'est-ce que la mode? Et c'est la question que je me suis posée il y a 8-9 ans. Il y a 8-9 ans, pour moi, la mode, c'était ça. C'était quelque chose de très frivole, parce que très tourné sur la conformité, les tendances de la mode. D'ailleurs, mode, quand je parle en français, quand je parle de mode, généralement on me dit mais mode, les modes à suivre ou la mode, les vêtements. Là, j'ai parlé de la mode, les vêtements, fashion. Mais généralement, moi, de mon point de vue de novice en mode, pour moi, la mode, c'était que des tendances à suivre. En 2022, c'était la couleur vert sapin, où il fallait absolument s'habiller en vert sapin. L'année d'avant, c'était une autre couleur. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi moi, je devrais suivre une tendance, une injonction faite par des designers de mode ou par des experts en mode. Et je ne comprenais pas ce qui faisait d'eux d'experts en mode. Je ne comprends pas pourquoi on me donnait cette invitation à suivre certaines tendances. Pour moi, la mode, c'est la conformité. Et puis, quand j'étais plus jeune, je pense qu'on a tous vécu ça, on avait certaines marques à porter, par exemple au collège ou même à l'école ou au lycée. Je ne comprenais pas pourquoi cette marque, plutôt qu'une autre, était la marque à porter pour se sentir beau. Et cette notion de beauté était pour moi aussi très liée à la mode. Pour moi, vous voyez, je vous ai mis des photos de top modèles. Pour moi, la mode, c'était la beauté absolue. Je parlais plutôt des femmes, vu que je suis une femme, c'était pour moi des top modèles femmes absolument merveilleuses qui représentaient un idéal de beauté qu'il fallait suivre. Pour la petite anecdote, et je vais en parler plus tard, c'est pas pour partager ma vie, mais pour le lier avec la recherche dont je vais vous parler plus tard. Quand j'étais collégienne, dans les années 90, c'était le temps des supermodèles. Je vous ai mis des photos des supermodèles des années 90. Et moi, mon rêve absolu, mais mon but dans la vie, c'était de ressembler à Naomi Campbell. Pour ceux qui sont en amphi, pour ceux qui me connaissent, je pense que j'ai misérablement, je n'ai pas atteint ce but. J'ai vraiment, c'est un échec fondamental de ma vie. Mais ça, c'est très important parce que pour moi, la mode, pour une petite collégienne comme moi, Aurore Bardet, qui veut ressembler à Naomi Campbell, j'ai beau faire tout ce que je peux, je ne serai jamais aussi grande qu'elle. Nous n'avons pas la même couleur de peau. Je n'ai absolument pas le même corps. Je ne marche même pas comme elle. Pourtant, Dieu sait que j'ai essayé. Je ne lui ressemble pas. Et qu'est-ce que ça fait? Et si on pense à... On a tous un idéal de beauté, tous un homme ou une femme à qui on a voulu ressembler. On les a regardés dans un film, dans des défilés de mode, on s'est dit, cette personne-là, je rêverais de lui ressembler. Mais si
si nous on ne correspond pas à cet idéal de beauté, qu'est-ce que nous, on ressent en tant que personne? De l'anxiété, du stress, une baisse d'estime de soi. Et même les recherches actuelles montrent que ça peut même développer des désordres alimentaires. On parle de dépression. C'est très grave ce qui se passe. Donc pour moi, cette frivolité d'idéal de beauté avait des conséquences psychologiques absolument énormes. Sur moi, mais sur n'importe qui d'autre. J'utilise Naomi Campbell dans un but bien précis. C'est que si vous regardez cette diapositive qui représente une certaine industrie de la mode, vous pouvez voir que pour ceux qui s'intéressent à la diversité, même si à l'époque des années 90, ces supermodèles étaient arrivés à une époque où la mode était le plus divers possible, on a quand même un idéal de beauté très très spécifique. Très jeune, très blanc, certains chercheurs disent même très hétérosexuel. Et donc, si on ne correspond pas à ces canaux de beauté, nous, la plupart des gens qui ne ressemblent pas à Naomi Campbell ou Claudia Schiffer, nous ne nous sentons pas bien dans la peau. Et moi, pour moi, c'était ça, la mode. C'était quelque chose de très noir, très non éthique, et qui ne faisait pas du bien. Et moi, en tant que psychologue, mon but, c'est de faire du bien aux gens. Mon but, c'est de rendre les gens heureux et mieux dans leur peau. Donc, vous voyez bien que quand j'ai vu cette offre d'emploi psychologie appliquée à la mode, je me suis dit, non, ça ne peut pas être en conjoncture, ça ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas faire de la psychologie appliquée à la mode. Et quand j'ai commencé à lire sur sur l'industrie de la mode ou sur qu'est-ce que c'était que cette mode, j'ai découvert des choses encore pires que je l'imaginais. J'ai découvert que l'industrie de la mode, qui pour moi était un idéal de beauté, des tendances à suivre, était en fait une des industries les plus polluantes et les plus polluées au monde. Alors souvent, il y a beaucoup de chercheurs qui s'attellent à mettre un chiffre sur le plus pollué ou polluante. Certains chercheurs disent que c'est la troisième ou la deuxième industrie la plus polluée ou polluante. Certains crient au scandale en disant ce n'est pas possible, les chiffres sont faux. C'est très difficile de mettre un chiffre sur cet aspect polluant de la mode parce qu'il y a tellement de variables impliquées entre la chaîne de production, entre la production en tant que telle, entre les matériaux. C'est pour ça que les chercheurs, si vous tombez face à quelqu'un qui vous dit l'industrie de la mode n'est pas si polluante que ça, si elle est polluante. Mais on peine à mettre un chiffre dessus parce qu'il y a tellement de variables impliquées qu'on a du mal à vraiment quantifier cet aspect polluant. Mais elle l'est. On a par exemple un secteur de la mode qui s'appelle la fast fashion, qui peut développer 52 lignes de vêtements par an différentes. Ça veut dire que quasiment toutes les semaines, vous avez tout un magasin qui change de ligne de vêtements, de collection de vêtements, une fois par semaine. C'est-à-dire que si vous voulez refaire votre placard quasiment tout à neuf, vous pouvez grâce à ces marques de vêtements fast fashion. Et aujourd'hui, on a même j'allais dire un virus, mais c'est même pire que ça. On a encore un cauchemar, en tout cas pour moi c'est un cauchemar, c'est l'ultra fast fashion, c'est-à-dire que là on en est à même plus 52 collections de vêtements par an, on est à beaucoup plus, avec des réseaux sociaux, avec des influenceurs, avec toute une industrie qui a pour business plan de vouloir nous faire changer notre garde-robe plus d'une fois par semaine. Et ça a un impact absolument négatif et cauchemardesque pour la planète. À titre d'exemple, et je suis désolée, j'ai mis des infographies en anglais, et ces infographies viennent de Fashion Revolution, qui est une organisation caritative qui regroupe toutes les informations sur l'aspect polluant de la mode. Donc je vous invite à aller lire leur blog, leur site internet, et c'est en anglais. On a aussi une branche de Fashion Revolution France, mais toutes les infographies sont en anglais et sont sur leur site anglais. Par exemple, chaque année, on a estimé que 300 000 tonnes de vêtements utilisés, c'est-à-dire environ 140 millions de livres sterling, vont sur le territoire anglais. C'est-à-dire qu'on a des poubelles de terre qui sont remplies de vêtements. On a on parle de continents de déchets sur les mers. Sur le continent africain, aujourd'hui, ils ont tellement de déchets qu'ils ont des montagnes de déchets. Ce sont nos déchets, nous, Européens et Européens, Américains, mais on envoie énormément de déchets, pas sur nos terres à nous, mais sur d'autres continents. On ne le voit pas, donc on a du mal à s'illustrer ce problème, mais ce problème existe. Ça, c'est au niveau de l'utilisation. On dit par exemple, on n'a pas un chiffre précis, mais les rapports des organisations caritatives tendent à montrer que, en moyenne, chaque consommateur n'utilise que 60% de sa garde-robe.
Ça veut dire que 40% de votre garde-robe n'est pas utilisé. Certains consommateurs, dans leur garde-robe, ont même des habits qui sont complètement neufs et encore étiquetés. Pourquoi on garde ces 40%? Ça, c'est une des questions que je me pose dans ma recherche. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, ces 40% pourraient vous prendre de la place, et on va parler de minimalisme dans quelques minutes. Ça prend de la place et surtout, c'est encore un problème de surconsommation. Deuxième chiffre, c'est que le volume d'eau qui est utilisé par l'industrie de la mode est estimé à 79 billions de mètres cubes par an. C'est l'équivalent de 32 millions de piscines à taille olympique. Ça veut dire pour les Dijonnais, la piscine olympique de Dijon, vous faites 32 millions sa taille, c'est ce que l'industrie de la mode utilise par an pour produire nos vêtements. Et ça, je pourrais vous faire la masterclass seulement sur cette diapo, ce que je ne vais pas faire. Mais il y a tellement de chiffres qui montrent vraiment, on a des chiffres pour montrer l'impact polluant de la mode. Et c'est dû d'un point de vue des consommateurs et notamment d'un point de vue du business plan, du business model, des marques de la mode. Je vous ai parlé de cet idéal de beauté des mannequins. Et ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que naïvement, vu que je rêvais devant ces super top modèles, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, et encore, je rêve encore devant ces mannequins que je trouve absolument innovantes de beauté, de création, pour moi, encore, même j'ai encore ce regard naïf de beauté époustouflante sur les défilés de mode. C'est une des premières questions que je me suis posée quand j'ai commencé à fouiller, à mieux comprendre l'industrie de la mode, c'est qu'est-ce que ça fait de travailler dans un univers de beauté absolue, de glam, de paillettes. Comment ça se fait? Comment on peut vivre une vie en étant si beau et si belle? Et je sais que c'est très naïf, mais pour moi, c'était vraiment quel beau métier que le métier de top modèle. Et en fait, je me suis complètement trompée. J'ai tout d'abord, j'avais trouvé aucune recherche sur ce domaine. Et ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. Quand un sujet n'est pas recherché, quand il n'y a pas de même exploré dans la recherche académique, généralement, c'est que ça soulève il y a beaucoup de poussière sous le tapis. Donc, je suis allée chercher sur des sites internet, sur des blogs, sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai trouvé énormément de poussière sous le tapis. J'ai trouvé des commentaires, des vidéos de top modèles en pleurs. J'ai eu un autre regard sur les photos de top modèles et surtout, j'ai travaillé, j'ai interviewé et j'ai questionné des top modèles qui travaillaient en tant que top modèle. Une des photos, la photo de la top modèle, de la jeune top modèle en bikini noir, je la mets à chaque présentation parce que c'est une des photos où j'ai eu un double regard. Cette photo, à la première vision, la première lecture de cette photo, je trouve cette jeune femme absolument sublime. C'est une des photos où je trouve cette jeune femme et j'ai trouvé ce défilé absolument sublime. Et puis après avoir parlé avec des top modèles françaises et anglaises, j'ai regardé à nouveau cette photo. Et si vous la regardez, cette jeune femme est en effet sublime, mais elle est également très très maigre. Trop maigre par rapport à l'IMC normal, elle est maigre. Et ça m'a renvoyé à beaucoup de questionnements sur l'image du corps, notamment en tant que femme. Et j'ai commencé à aller à nouveau interviewer des top modèles pour essayer de mieux comprendre leur image corporelle et ce que leur métier faisait leur image corporelle. Aujourd'hui, on sait, et ça c'est les chercheurs en psychologie cognitive qui l'ont montré depuis 2010, on sait aujourd'hui que 91% des femmes n'aiment pas leur corps. Je vais le répéter parce que c'est vraiment un chiffre qui est accablant. 91% des femmes n'aiment pas leur corps. C'est-à-dire que tous les matins, quand votre femme, votre sœur, votre petite amie, votre tante, votre meilleure amie se lève, prend sa douche, sort de la douche et se voit dans le miroir, elle n'aime pas ce qu'elle voit. J'aimerais avoir le même chiffre pour les hommes. En tout cas, j'aimerais pas le même chiffre, mais j'aimerais vous dire un chiffre pour les hommes. À ce jour, personne n'a encore pu mettre un chiffre sur l'image corporelle, la perception de l'image du corps chez les hommes, parce que beaucoup de recherches se focalisent sur les femmes. En tant que féministe, je commence à aller fouiller du côté des hommes, parce que les premières recherches tendent à montrer que les hommes, en tout cas les jeunes adolescents, souffrent encore plus de perception d'image corporelle que les jeunes filles.
Donc, il y a quelque chose encore de très néfaste, de très négatif au niveau de l'image du corps. Mais pour moi, naïvement, vu que les top modèles sont les plus belles au monde, elles n'ont pas ce problème. Eh bien, bien au contraire. Je vous ai mis un exemple du livre « Jamais assez maigre » de la merveilleuse Victoire Macon-Dosser, qui est actrice aujourd'hui, plus top modèle puisqu'elle a failli mourir d'avoir trop défilé. C'était une histoire comme on en rêve tout, en tout cas, certaines adolescentes comme moi en rêvaient. Victoire prend un café dans Paris avec sa maman en journée, passe un beau moment et un homme s'arrête et lui dit « Écoutez, mademoiselle, vous êtes absolument merveilleusement belle. Vous êtes une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Je suis agent dans une agence de top modèle. J'aimerais travailler avec vous. » Elle a ri pensant que c'était une blague. Et il lui a donné sa carte en disant « S'il vous plaît, je vous en supplie, appelez-moi. Je voudrais faire de vous une top modèle, la prochaine égérie de plusieurs marques. » Elle l'a rappelé, elle a été convaincue. Elle a fait un premier rendez-vous où l'agence l'a très bien traitée en disant « C'est très bien, il y a beaucoup de potentiel, on va faire de toi une égérie. » Le deuxième rendez-vous, on lui a demandé de perdre une taille de pantalon. En 9 mois, on lui avait demandé de perdre une deuxième taille de pantalon jusqu'au moment où elle ne se nourrissait que de 3 pommes par jour et elle a failli mourir de ce comportement alimentaire, de ce stress, de cette mauvaise image corporelle. C'est pas une des recherches dont je vais parler dans cette masterclass, mais j'ai publié avec des collègues anglais 2 papiers, 2 recherches académiques qui montrent que les top modèles femmes, vu que je n'ai pas eu accès à des top modèles hommes, les top modèles femmes ont énormément de pression, énormément de stress, énormément d'anxiété, un potentiel énorme de burn-out et sont vraiment maltraitées. Par exemple, j'ai une histoire qu'un couple de top modèles m'a racontée. Photoshoot avec toute l'équipe, donc il y a entre 10 et 15 personnes dans le studio. C'est l'heure de manger. Donc, une des personnes dit « Ok, c'est l'heure de manger, on arrête et on vient tout à l'heure. » Ils posent tous les objets, appareils photo, tous les objets qui étaient nécessaires pour le photoshoot et ils éteignent la lumière et ils vont tous manger en oubliant les 2 top modèles sur l'estrade. Les top modèles aujourd'hui sont traités comme un objet comme par exemple la perception que j'avais moi-même naïve de cette beauté est tellement merveilleuse qu'ils doivent être tous heureux et tout va pour le mieux, et notamment véhiculée par les réseaux sociaux. Par exemple, un des défilés de mode avait été critiqué de par la maigreur des top modèles qui avaient été engagés pour le défilé. La réponse avait été qu'une des top modèles, enfin plusieurs des top modèles, un petit groupe de ces top modèles avaient été prises en photo et les photos avaient été partagées sur les réseaux sociaux en les voyant manger ou elles allaient manger une part de pizza. Je ne suis pas sûre que la pizza ait atterri vraiment dans ma bouche, mais en tout cas, il y avait cette bouchée de pizza qu'elles mangeaient pour dire « nous ne sommes pas, ok, nous sommes maigres, mais nous mangeons ». Je ne suis pas sûre que les top modèles qui défilent aujourd'hui aient beaucoup le droit de manger de pizza. Et encore un élément que je voudrais vous partager, que j'ai découvert dans cette fouille et dans cette compréhension de la mode, c'est quelque chose qui s'est passé il y a maintenant quasiment 10 ans, le 24 avril 2013, au Rana Plaza, au Pakistan. Dans une usine au Pakistan où des hommes, des femmes, beaucoup de femmes et des enfants étaient en train de fabriquer des t-shirts pour certaines marques, que je ne citerai pas. Le chef de chantier va voir le chef de l'établissement en disant il y a des fissures dans le mur et ces fissures sont encore plus grandes que hier. Donc, on commence à avoir peur, on voudrait arrêter, ou en tout cas être délocalisé dans un autre bâtiment. Le chef du bâtiment a refusé en disant non, on ne peut pas, on a trop de deadline, il faut livrer aujourd'hui, vous y retournez. 1 heure après, le chef d'équipe est revenu voir le chef de chantier en disant non, les fissures commencent vraiment à s'agrandir, on a vraiment peur, on n'arrive pas à travailler, on a peur, on voudrait partir. La réponse a été si vous partez, vous êtes viré. En sachant que les hommes et les femmes, les enfants qui étaient là n'avaient pas le choix parce que les mamans ou les papas étaient là pour travailler, le peu de salaire qu'ils avaient qui nourrissait toute la famille, et donc ils sont restés. Quelques heures après, je vous ai mis la photo du bâtiment. Le bâtiment s'est écroulé et a fait 1127 morts et plus de 2500 blessés. Ces gens qui sont morts et qui ont été blessés, y compris le chef d'équipe et le chef du bâtiment,
faisait nos t-shirts pour les Européens, les Américains, ce qu'on appelle les continents de l'Ouest. Et dans la chaîne de production, quand, par exemple, dans les marques de fast fashion, toutes les marques qui étaient là sont des marques de fast fashion. À l'époque, l'ultra fast fashion n'existait pas encore, mais toutes les marques qui étaient dans ce bâtiment, ce sont des marques de fast fashion. Quand vous voyez un t-shirt à 1 €, vous voyez une aubaine, quelqu'un a payé le prix quelque part. Eux en ont payé le prix. Donc vous vous dites, c'était sympa de s'inscrire à la masterclass de Madame Bardet. On était prêts à discuter mode. C'est pas très très sympa ce qu'elle est en train de nous dire. Je vais peut-être arrêter. Restez avec moi. N'arrêtez pas le replay. C'est ce que je me suis dit. Quand il y a 8-9 ans, j'ai fouillé un peu dans cette industrie de la mode, je me suis dit, oh, c'est pire que ce que j'imaginais. Non seulement c'est de la conformité, c'est un idéal de beauté, mais même celles qui représentent l'idéal de beauté se font flouer, se font piétiner. Et je regardais ma garde-robe et je ne savais plus quoi acheter, quoi porter. Et j'avais 2 solutions. Soit je m'arrêtais là en disant, non, c'est vraiment trop noir, là je ne m'intéresse pas du tout à la mode. Ou soit j'allais vers le positif et la beauté. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je vous ai mis les 2 designers dont je raffole. Les 2 photos sont une collection qui a été faite en collaboration entre Jean-Paul Gaultier et Olivier Rousteing. Et quand on regarde les défilés, je vois en effet des top modèles dans certains défilés qui sont très très maigres, trop maigres. Mais je vois des choses absolument merveilleuses qui sont tellement belles, qui sont tellement innovantes, qui sont tellement créatives, où je me suis dit, non, ça ne peut pas être que noir. Et puis, dans cet aspect polluant, on a des choses qui sont faites. On a beaucoup, beaucoup de marques, beaucoup d'initiatives, et notamment chez vous, les alumni, ça me fascine de voir cette innovation et ce regroupement d'idées dans l'éthique. J'ai mis 2 exemples de labellisation éthique, Slow We Are et We Dress Fair, mais plusieurs d'entre vous travaillent dans la RSE, travaillent dans l'éthique, travaillent dans la mode durable, et je me suis sentie beaucoup moins seule quand j'ai vu ça. Et notamment, on a beaucoup d'alumni dans le luxe, et je me permets de citer une de nos alumni dont je suis très très fan, j'adore ce qu'elle fait, c'est Madame Cécile Lochard. Chez Guerlain, elle est capable d'inviter des activistes pour discuter de consommation durable au sein de Guerlain. Elle est experte du sustainable luxury, du luxe durable, et je vous invite, si vous ne connaissez pas son travail, à aller regarder ce qu'elle fait, c'est absolument merveilleux. Et quand on voit ça, je me suis dit, non, on peut faire quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, je peux utiliser mes savoirs de psychologie appliqués au monde de la mode pour faire de la mode une industrie un peu plus positive, un peu meilleure, qui peut aider les gens. Et dans ce sens, je voudrais vous présenter 3 de mes études de recherche qui, j'espère, vont vous montrer que d'une, on peut appliquer la psychologie à la mode, et de 2, pour aller vers un bien-être ou pour une industrie meilleure. La première étude, ça sera sur le port du bien-être, la deuxième étude sur le minimalisme, et la troisième étude qui est intraduisible, c'est sur un terme intraduisible en français, c'est enclosed cognition, c'est en gros la cognition habillée. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de la consommation éthique, donc ça soit, là je vais plutôt aller sur la mode, mais c'est un phénomène qui arrive dans toutes sortes d'industries. On voit 2 choses d'un point de vue de la mode. On sait que, comme je vous ai dit, on a des business models qui sont beaucoup basés sur la surconsommation, sur la surproduction. On sait aussi que la plupart des consommateurs n'utilisent que 60% de leur garde-robe. Et d'un autre côté, quand on regarde aussi un autre pan de la littérature, pas de mode, mais dans l'éthique, dans l'environnement, on voit que des gens qui sont des consommateurs ou des personnes qui sont plus connectées à la nature, qui ont un plus grand souci environnemental, sont mieux dans leur peau et ont une plus grande sensation de bien-être. Le problème, c'est qu'il y a ce phénomène qui arrive dans l'industrie de la mode et dans tout type d'industrie. On a ce qu'on appelle le fossé attitude et comportement. Ça veut dire que si aujourd'hui vous pensez qu'une mode durable est bénéfique, vous n'êtes pas forcément un consommateur de mode durable. Si vous pensez que aujourd'hui, par exemple, on a les solutions pour sauver la planète. Si plus personne ne mangeait de viande, on pourrait sauver la planète. Mais entre ce qu'on sait et ce qu'on est capable de faire, manger un bon steak
dans un bon restaurant dijonnais, c'est un petit peu de bonheur. Donc forcément, si je vous disais aujourd'hui que on a des solutions pour sauver la planète grâce à la mode, mais c'est d'une part très difficile à mettre en place, ou on n'a pas forcément envie. Et c'est ça, ce fossé attitude-comportement. On a envie, mais on ne le fait pas forcément. Et ça, c'est dans tout type d'industrie, notamment dans l'industrie de la mode. Donc moi, je me suis penchée dans ma première étude sur ce fossé attitude-comportement et notamment essayer de comprendre ce 40% de la garde-robe qu'on n'utilise pas et de voir si on ne pouvait pas aller sur quelque chose de plus environnemental, une utilisation plus éthique et plus environnementale de notre garde-robe. Et j'ai fait une première étude en me posant la question, quel est l'impact du port d'un vêtement de mode durable? Et c'est une étude que j'ai publiée avec mes collègues anglais l'année dernière. On a recruté 39 participants, 26 femmes, 13 hommes, plutôt jeunes, c'était des étudiants. Et on leur a demandé, on les a invités individuellement à passer 2 heures en laboratoire avec nous. Avant ce passage en laboratoire, on leur a demandé de remplir une série de questionnaires. Notamment, c'était des questionnaires d'émotions. Donc en fait, on scorait, on mesurait leurs émotions positives et négatives. On mesurait également la satisfaction avec la vie, en gros leur bien-être, et une échelle d'épanouissement qui est aussi un autre synonyme de bien-être. Donc, émotions négatives, positives et des questionnaires de bien-être, avant de passer en laboratoire, donc dans leur vie de tous les jours. Ensuite, on les a invités individuellement dans notre laboratoire à passer 2 heures avec nous. Quand je dis nous, c'était mon assistant de recherche et moi-même. On leur a demandé une seule chose, de porter un t-shirt. Je vais vous préciser quel genre de t-shirt dans une diapo. Et ensuite, après ces 2 heures, on leur redemandait de remplir les mêmes questionnaires d'émotions positives, négatives et de bien-être. Au niveau des t-shirts, on a divisé ces 39 participants en 3 groupes. Le premier groupe, on a demandé au premier groupe de porter un t-shirt blanc sans étiquette. On leur a vraiment dit, texto, mot pour mot, voici un t-shirt, est-ce que vous pouvez le mettre? Et on passait 2 heures ensemble. Le deuxième groupe, on leur a demandé la même chose, de porter un t-shirt éco-responsable. Le troisième groupe, on leur a demandé de porter un t-shirt non éco-responsable. Bien sûr, le t-shirt était les mêmes. Eux ne le savaient pas. Et la seule chose qu'on leur précisait, c'était soit rien, soit éco-responsable, soit non éco-responsable. Et je tiens à préciser que quand je leur donnais, par exemple, le t-shirt non éco-responsable, je ne donnais pas de marque, de nom de marque, par exemple. Je leur disais pas, ça c'est un t-shirt de H&M. Ou je leur disais pas, ceci c'est un t-shirt non éco-responsable, un enfant de 5 ans a perdu la vie en le mettant. Non, c'était vraiment juste le label, l'étiquette du t-shirt. Pendant ces 2 heures, on a bien fait attention de parler de tout, sauf de la planète, de l'environnement, de mode. Généralement, on parlait du dernier livre qu'ils ont lu, du dernier film qu'ils ont vu, en faisant bien attention de ne pas aller sur ce côté environnemental et mode. Et à la fin de ces 2 heures, on a demandé de remplir les mêmes questionnaires. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 2 résultats très intéressants. Le premier résultat, c'est que on a trouvé une plus grande émotion positive chez les participants qui ont porté le t-shirt éco-responsable. Et le deuxième résultat qui était très intéressant, c'est que ceux qui ont porté le t-shirt non éco-responsable ont plus d'émotions négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, c'est que dans nos résultats, le pic d'émotions négatives avec le port de t-shirt non éco-responsable est vraiment plus important qu'il y a un pic d'émotions positives, mais il est modéré. Le pic d'émotions négatives est vraiment présent, est vraiment très important. Ce qui veut dire en gros que le fait de porter un t-shirt non éco-responsable, par exemple de fast fashion, et là j'ai cité une marque, mais vraiment vous pouvez mettre toutes les autres marques de fast fashion à la place, ça va vous amener plus d'émotions négatives. Donc forcément, ça va avoir un impact à long terme sur votre bien-être. Et par contre, si vous portez un t-shirt de mode durable, ça va vous amener des émotions positives. Vous allez vous sentir plus en forme, plus en confiance, plus à même de faire votre journée. La question ici, qui est très importante, c'est qu'est-ce qu'on entend par éco-responsable et non éco-responsable?
Par exemple, ici, comme je vous disais, je n'ai pas précisé de marque, je n'ai pas précisé l'impact, je n'ai rien précisé. Pour la petite histoire, ceux qui étaient dans le groupe 3, ceux qui portaient les t-shirts non éco-responsables, à la fin des 2 heures, lorsqu'on leur disait « les 2 heures sont finies, vous pouvez enlever le t-shirt », on n'avait pas fini la phrase que le t-shirt était déjà enlevé. Ceux qui portaient le t-shirt éco-responsable ou sans étiquette nous remerciaient et commençaient à discuter de l'expérience, de nos études, de nos recherches, etc. et n'étaient pas pressés d'enlever le t-shirt. On est en train de fouiller ces résultats pour mes prochaines recherches, mais la question qui se pose, c'est que si vous êtes conscient que votre t-shirt ou vos vêtements que vous portez est non éco-responsable, qu'il est en train de tuer la planète, ça va vous mettre de mauvais poils, de mauvaise humeur, vous allez avoir des émotions négatives. Donc quand vous achetez quelque chose, zappez les marques de fast fashion, allez direct sur des marques éco-responsables. La question, c'est quelles sont les marques éco-responsables? Donc là, vous avez plusieurs options, c'est ça qui est chouette. Vous pouvez aller sur du seconde main, vous pouvez aller sur du luxe et du premium, parce que c'est des vêtements qui vont être faits de manière plus qualitative, donc qui vont vous durer plus longtemps. Donc vous allez avoir cette notion d'éco-responsabilité. Vous avez des marques de luxe qui utilisent des matériaux éco-responsables, et vous avez des marques de non-luxe qui font également de la mode et des vêtements éco-responsables. Donc vous voyez, vous avez plusieurs options pour porter des vêtements éco-responsables et ça va vous amener des émotions positives et vous êtes plus à même d'attaquer votre journée de meilleure humeur. Une deuxième étude dont je vais vous parler, c'est le minimalisme. Alors, le minimalisme, généralement, si vous êtes intéressé par ce sujet, vous connaissez une milliardaire qui s'appelle Marie Kondo, qui a fait un business sur le minimalisme. Je vous invite à regarder son site internet, ses interviews, elle est très intéressante. Et le minimalisme est défini, d'un point de vue garde-robe, est défini comme une garde-robe minimalisme, c'est une garde-robe qui ne contient que 35 articles, et par article, j'entends les vêtements, les chaussures, les bijoux, les accessoires, les sacs, etc. Alors, certains d'entre vous qui m'écoutent se disent « c'est bon, je suis minimaliste », ok, et certains d'entre vous se disent « oh mon Dieu, 35 articles, mais comment peut-on faire ça ?» Ces 35 articles, c'est une garde-robe minimaliste, pas si minimaliste que ça. Certains vous descendent même jusqu'à 20 articles, tout compris. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir s'il y avait un impact du port d'un vêtement éco-responsable. Quel était l'impact de vivre avec une garde-robe éco-responsable? Et j'ai commencé par m'attaquer à cette garde-robe minimaliste. Éco-responsable veut dire la bonne qualité, peu de quantité. Et donc, j'ai recruté 22 participants. Malheureusement, j'ai recruté que 2 hommes et 20 femmes. Et j'avais déjà fait une étude exploratoire qui me donnait quelques indications pour mes hypothèses et qui utilisait la même procédure. Donc, j'ai recruté des participants qui se sont portés volontaires. C'est très intéressant, enfin très important, parce que pour expliquer la suite de mes résultats et les conclusions. Et je leur ai demandé, pendant 3 semaines, de vivre avec une garde-robe minimaliste. Alors, comment ça s'est passé? Une première phase où je recrutais cette vingtaine de participants et je leur ai demandé de compléter plusieurs questionnaires qui mesuraient leur attitude envers la mode durable, qui mesuraient leur aspect matérialiste, qui mesuraient leur bien-être et qui mesuraient leur stress. Ensuite, pendant 3 semaines, je les ai aidés à partir de leur garde-robe existante à faire de leur garde-robe une garde-robe minimaliste. Alors, j'avais 1 ou 2 pages de guide et je faisais avec eux leur garde-robe minimaliste. Donc, c'était pas, on n'allait rien acheter de nouveau, on partait à partir de ce qu'ils avaient déjà et on réduisait leur garde-robe jusqu'à 35 articles maximum en comptant accessoires et vêtements. Et à partir de ce moment-là, ils devaient vivre leur vie comme d'habitude pendant 3 semaines. Les règles étaient de ne rien acheter, mais ils pouvaient échanger. Et à la fin de ces 3 semaines, je leur demandais de remplir le même questionnaire. À partir de la littérature existante et de ma première étude qui explorait cette notion de bonheur minimaliste par rapport à la mode, on avait plusieurs hypothèses. On pensait que vivre pendant 3 semaines avec une garde-robe minimaliste augmenterait le comportement et l'attitude positive envers la consommation de mode durable, diminuerait les valeurs matérialistes des participants, augmenterait le bien-être et les émotions positives, réduirait les émotions négatives et réduirait le stress des participants. Et on a montré que la moitié. Nos résultats ont montré qu'en effet, vivre avec 3 semaines de garde-robe minimaliste
a augmenté le comportement de consommation de mode durable chez nos participants, nos 22 participants. Ils avaient une augmentation de l'attitude positive avec la mode durable. On a eu aussi, après 3 semaines, une augmentation des émotions positives des participants, pardon pour la faute d'orthographe, et on a également montré que 3 semaines de garde-robe minimaliste a réduit les émotions négatives des participants. Par contre, on n'a vu aucun impact sur les valeurs matérialistes, sur le bien-être et sur le stress. Et cette étude, alors, généralement, quand je mets cette diapo, les gens qui m'écoutent me disent « Ok, super, donc maintenant je sais quoi faire pour avoir des émotions positives. Je vais réduire ma garde-robe. » Alors, autant la première étude que je vous ai montrée, porter des vêtements de mode durable augmente votre émotion positive. Là, je vous dis, allez-y, courez, trouvez votre mode durable, votre mode éco-responsable et courez-y, parce que cela, pour sûr, ça va vous augmenter vos émotions positives. Par contre, le bonheur minimaliste, la garde-robe minimaliste n'est pas forcément une clé de bonheur ou d'émotions positives pour les participants. Pourquoi ? Parce que ce sont des volontaires qui sont portés volontaires pour cette étude. Pour avoir 22 participants qui sont portés volontaires à mon étude, j'ai discuté avec, je dirais, entre 100 et 150 personnes. Seulement 22 de ces 150 personnes se sont portées volontaires. On est en train de faire une autre étude pour essayer de comprendre pourquoi ces 125, 130 personnes n'ont pas voulu se porter volontaire à cette garde-robe minimaliste. Certains ont même été stressés de ma demande. Parce qu'ils ne peuvent pas. Le garde-robe minimaliste n'est pas pour tout le monde. Donc, si vous voulez essayer de réduire votre garde-robe, allez-y et contactez-moi et j'ai plein d'astuces à vous donner. Par contre, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas parce que cette étude-là, pour 22 personnes, a montré une augmentation des émotions positives dans un cadre particulier que c'est transposable à tout le monde. Mais pour certains, la clé du bonheur et la clé des émotions positives dans la vie de tous les jours, c'est une garde-robe minimaliste. Et pour finir, une troisième étude où j'aurais adoré dire que c'est la mienne, mais ce n'est pas la mienne. Adam et Galinski, qui sont deux psychologues de psychologie sociale, en 2012, ont montré le pouvoir cognitif de vêtements. Et c'est leur théorie qu'ils ont appelée Unclosed Cognition. Le plus proche en français, ça serait la cognition habillée. Ils ont utilisé un test qui est très perturbant et qui est, pour ceux qui ont fait ce test-là en cours de psychologie, je suis désolée de vous remettre ça devant vous. Ça s'appelle le Stroop test, le test Stroop. Et le but de ce test, c'est un test qui mesure votre attention cognitive. En fait, vous devez soit lire les mots, donc ici jaune, noir, violet, orange, etc. Et la deuxième tâche, c'est de nommer les couleurs. Ça veut dire que le jaune est écrit en vert, vous devez dire vert. Ça paraît facile, cela ne l'est pas. Et c'est très perturbant parce qu'on a vraiment l'impression d'être profondément stupide. Mais cette tâche nous permet de mesurer en tant que psychologue votre attention. Et ils ont fait un test que je trouve absolument génial. Ils ont fait ce test de Stroop avec un groupe d'étudiants qui ne portaient pas de lab coat, de blouse blanche, un autre groupe qui portait une blouse blanche. Ils ont même fait un deuxième exercice. Ils ont fait le jeu les 7 erreurs. Ils prenaient des duos de photos et ils montraient ces duos de photos aux étudiants. Et les étudiants, les participants devaient le plus rapidement possible voir les 7 erreurs, être le plus rapide possible. Pareil, ils ont fait la même procédure. Un groupe n'avait pas de blouse blanche et un autre avait porté juste une blouse blanche. Et pareil, cette blouse blanche, que ce soit pour cet exercice ou celui d'avant, cette blouse blanche a été présentée de manière complètement naturelle en disant on a des travaux dans le bâtiment d'à côté, on nous a demandé de porter des blouses blanches, la voici. C'était pas du tout, vous avez aujourd'hui, vous vivez dans la peau d'un docteur en chirurgie cardiaque, prenez cette blouse blanche. Donc c'était vraiment, il y a des travaux à côté, prenez cette blouse blanche et faites-moi cet exercice. Et Adam et Galinski ont montré que le simple fait de porter une blouse blanche rendait les participants meilleurs aux tâches. C'est-à-dire, soit ils étaient plus rapides pour trouver les erreurs, ou ils étaient plus rapides pour nommer les couleurs. Ils ont répliqué leur magnifique article, ils ont répliqué 5 fois ces résultats, et à chaque fois, ils trouvent la même chose.
On commence à... Ça a été publié en 2012. Depuis 2012, il n'y a eu quasiment rien sur le sujet. Donc, on s'y attelle ici à BSB. On est en train de commencer à faire des recherches pour aller plus en profondeur de ces travaux, de ne pas forcément utiliser une blouse blanche. Par exemple, un autre chercheur français, en collaboration avec d'autres chercheurs non français, a montré que mettre du rouge à lèvres amenait à de meilleurs résultats à un examen écrit, à un QCM, pour des étudiantes. Elles n'étaient pas en groupe, personne ne leur faisait des compliments, elles étaient seules dans la salle. Le simple fait de mettre du maquillage, elles étaient plus performantes à leur examen. Une étude aurait tendance à montrer que de demander à des enfants de s'habiller en super-héros en faisant leurs devoirs, les devoirs sont plus vite faits. Donc, si vous voulez cette astuce, si vous avez des enfants, un bon déguisement de Batman fera l'affaire. Mais il y a quand même cette notion de si on porte un vêtement, on est plus performant cognitivement. Donc là, on est au-delà, on a cette notion de bien-être avec les 2 études que je vous ai montrées, on a aussi cette performance cognitive grâce à la mode. Donc cette mode que je voyais complètement frivole, complètement désuète, complètement vindicative, est en fait un merveilleux outil pour être performant. Donc si vous avez une cape de super-héros, une blouse blanche, du maquillage, ou on a tous un objet qui nous porte chance, une robe, une paire de talons, une chemise particulière, portez-la à chacun des entretiens que vous avez. Parce qu'on a montré, grâce à la recherche, que porter un vêtement peut avoir un impact sur votre performance. La mode est également un outil qui peut sauver la planète. L'industrie de la mode est encore à ce jour une des industries les plus polluantes et polluées de la planète, mais on peut faire des business models basés sur le minimalisme, comme Marie Kondo. On peut faire du luxe qui est considéré par certains comme une poussée vers la consommation. On peut faire de ce luxe quelque chose de merveilleux et de durable et d'éthique. On peut utiliser la mode comme un outil pour prendre soin de soi. Pour prendre soin de soi, pour se connaître, prendre soin de soi pour s'affirmer, prendre soin de soi pour se faire du bien. Par exemple, j'ai des recherches qui montrent l'impact positif de la mode pour des femmes qui ont survécu un cancer, l'impact positif de la mode pour des adultes qui ont survécu une agression sexuelle et physique. On a cet merveilleux outil qu'est la mode, les vêtements, les accessoires, les bijoux, le maquillage. Et cet outil-là est tout sauf frivole et quelque chose de très sérieux qu'on peut utiliser pour se rendre plus heureux et plus performant. Je vous remercie énormément de votre attention. Merci Aurore, merci d'avoir partagé cette expertise. Je voudrais ajouter que c'est tout l'intérêt des masterclass BSB, c'est transmettre une expertise à un public qui n'est pas forcément sur place, donc en digital. Et nous avons voulu, pour cette masterclass, transmettre l'expertise d'une professeure de l'école. Je trouve que voilà, la boucle est bouclée. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Alors, on a quelques questions. Je vais en poser. Alors déjà, il y avait une question qui était très générale qui est arrivée au début, avec quelqu'un qui a marqué « La mode est-elle tout simplement compatible avec le développement durable ?» C'est une des questions que je me suis posée quand j'ai commencé à vouloir faire de la psychologie de la mode, et c'est une question que j'ai à chaque conférence. Oui, une certaine mode est complètement compatible avec le développement durable. Le problème, c'est que cette industrie est initialement basée sur un business model qui pousse à la surconsommation, à la surproduction. Donc c'est une mauvaise habitude qu'a pris cette industrie. Par contre, on voit de plus en plus d'initiatives de mode qui lient mode et développement durable, qui lient luxe et développement durable. Et je pense sincèrement que l'industrie de la mode peut être vecteur de développement durable, mais une certaine mode. Et le problème, c'est qu'on est face à un mastodonte qui est par exemple la fast fashion. Et ce mastodonte est face à plusieurs initiatives qui émergent. Et je pense que j'espère que dans 10 ans, j'aurai plus cette question parce que ça sera évident. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'être face à un mastodonte. Mais par exemple, je la cite souvent parce que Marie Kondo est
est une businesswoman à grand succès et tout son business est basé sur ne pas consommer. Autre question sur l'acte, passage à l'acte d'achat. Pas toujours évident de concilier envie de se faire plaisir et acte d'achat. Conscience éco-responsable. Cela peut même engendrer un sentiment de culpabilité au lieu de procurer du plaisir, parfois même un certain jugement de la part de tiers. Y a-t-il des clés pour bien le vivre? Ah oui, alors je sais pas vous, mais moi j'ai certains repas de Noël ou repas de famille où ça vire au drame politico-politique parce qu'on a toujours les bien-pensants qui expliquent aux mauvais-pensants ce qu'il faut faire, etc. Ou même en classe, où c'est vraiment... je pars du principe qu'on ne peut pas être parfaitement écolo. On ne peut pas être parfaitement féministe, on ne peut pas être parfaitement parfait. Donc en fait, on fait de notre mieux. Surtout qu'on touche à quelque chose de très intime, on touche à la mode. Par exemple, certains de mes participants ou certaines personnes autour de moi m'ont dit « je ne peux pas faire ton expérience de mode minimaliste parce que si tu m'enlèves un bout de ma garde-robe, tu enlèves une partie de moi. » Et c'est terrible. Donc, qui je suis moi pour dire la mode minimaliste, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Ah oui, mais je me sentirais à moitié nue. Oui, mais c'est ce qu'il faut que tu fasses. Donc, moi, je suis plus de dire, j'ai tendance à penser qu'on fait du mieux qu'on peut. On ne peut pas être parfaitement écologique. Enfin, c'est pas possible. Ça veut dire que faire du vélo en étant végétarien et en ne portant que des vêtements de mode durable, c'est très beau sur papier. Je suis experte en mode durable et j'essaye de faire de mon mieux, c'est pas ce que je fais. Donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est de pas forcément se fermer. Par exemple, sur la mode durable, ce qui est très bien, c'est qu'on a plusieurs aspects de mode durable. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, certains disent, mon Dieu, H&M, H&M fait partie de la fast fashion. H&M est une des marques qui produit 52 collections de vêtements par an. H&M essaye également, fait en sorte, et de manière sincère, essaye de recycler les vêtements. Ils ne peuvent pas recycler tous les vêtements, c'est très compliqué, mais ils ont par exemple des postes de Chief of Sustainability au sein d'H&M. Et c'est des gens qui sont vraiment très doués et qui font bouger les choses. On peut acheter H&M, on peut par exemple acheter de la fast fashion, je vais m'éloigner d'H&M, on peut acheter de la fast fashion en étant minimaliste. Et donc on peut s'enlever de la culpabilité en disant oui, j'achète H&M, par raison de budget, par raison de goût, de style, mais je ne vais pas m'en acheter une par jour, je ne vais pas m'acheter une tenue par jour. Certains me disent luxe et environnement, c'est très drôle, tu enseignes le marketing du luxe, mais tu es dans le développement durable, c'est un peu antinomique. Non, parce que le luxe est porteur de qualité, de savoir-faire, d'excellence. Donc si on a encore une garde-robe remplie de vêtements de luxe, mais qu'on en a peu, ou en tout cas qu'on en prend soin, c'est le début de l'écologie, c'est le début d'un comportement de mode durable. Donc en fait, oubliez ce que les gens vous disent. En fait, moi, en tant que psychologue, je suis très partisane de ne pas faire attention à ce que les gens disent et de prendre soin de soi. Donc de dire, moi, je pense que là, je fais au mieux et d'arrêter de culpabiliser. Si vous achetez un vêtement de fast fashion et que grâce à moi ou à cause de moi, la photo du Rana Plaza vous vient en tête, eh ben, évitez d'en acheter 10 quand vous allez en fast fashion. Achetez un t-shirt et vraiment prenez-en soin. Ne culpabilisez pas. Mais réfléchissez sans culpabiliser. D'ailleurs, tu parles de développement durable dans des marques comme H&M. Aurélie Pruvot est une diplômée qui était responsable du développement durable à H&M et qui est maintenant chez eBay. D'ailleurs, du point de vue éthique, RSE, de plus en plus de marques ouvrent des boutiques physiques ou en ligne. La question, c'est quel est l'avenir pour l'industrie de la mode et les marques dans cette dualité, sachant que tout à l'heure, tu as parlé d'H&M qui recycle, mais en fait, on se rend compte que c'est la production aussi, enfin, c'est la consommation, mais c'est la production qui impacte l'environnement, notamment. Donc la question, c'était plus comment lier la surproduction avec l'environnement. Oui. Et ton avis sur les boutiques dédiées à la seconde main, que ce soit La Redoute, Petit Bateau, on a vu aussi les Galeries Lafayette qui font du restore. Alors, pour moi, la surproduction, autant j'étais plutôt flexible dans ma dernière réponse, là je le serai beaucoup moins. La surproduction ne peut pas être synonyme de développement durable. La surproduction, et c'est pour ça, généralement, je
j'utilise souvent quand je parle de fast fashion, et c'est pour ça que je cite H&M, c'est que c'est une marque qui est très intéressante parce qu'ils ils produisent beaucoup, mais ils font aussi beaucoup d'efforts. Donc en fait, généralement, je les utilise beaucoup comme exemple de marques qui veulent sortir de cette tradition de beaucoup produire et consommer. Et puis en montrant aussi que c'est possible de lier les deux, en tout cas de sortir d'un carcan pour aller vers une consommation plus durable. Par contre, en effet, la seconde main est une des solutions. Comme je disais, il ne faut vraiment pas être trop vindicatif envers soi-même et ne pas écouter les autres. Peut-être écoutez moi, puis après vous pouvez vous faire votre avis. Mais la seconde main est une des solutions. C'est vrai que si par exemple on est... En fait, c'est l'antinomie de la psychologie et la mode. Moi, en tant que psychologue, mon but, c'est de vous rendre, vous qui m'écoutez, heureux. Mais si vous, être heureux, c'est par exemple, si vous me dites j'adore le style de cette marque-là, et que cette marque-là ne produit pas ses vêtements de manière éco-responsable et dans une logique de surproduction, est-ce que vraiment je vais vous rendre heureux en disant non, non, c'est cette marque-là qu'il faut que tu ailles acheter. Cette ouverture vers la seconde main est, je pense, d'une part une ouverture pour permettre aux gens de mieux s'habiller. Quand je dis mieux s'habiller, je ne parle pas du style, je parle de cette consommation durable, tout en étant bien dans ses baskets. Et là, je le parle littéralement, de dire si vraiment vous avez une marque qui n'est pas durable, mais c'est votre marque, vous avez mis des années à vous trouver un style qui vous va bien, c'est cette marque-là, et vous ne pouvez pas aller ailleurs. Et bien, d'une part, que les marques développent cette seconde main, c'est primordial pour le consommateur et le bien-être du consommateur. D'autre part, que toutes ces marques se lancent dans la seconde main, et bien, moi, je vois ça comme un début de changement, comme un changement de braquet, en fait. Ça veut dire que il y a encore 10 ans, quand je faisais des conférences, enfin il y a 8-9 ans, quand je faisais des conférences en disant le genre de discours que je vous ai donné, je me rappelle d'une conférence où j'étais en face de psychologues et de marketing de mode, et les psychologues disaient mais c'est très très bien ce que vous faites, mais vous êtes toute seule. Donc vous êtes toute seule face à un mastodonte qui s'appelle l'industrie de la mode. Et ben en fait, je suis pas toute seule. Et aujourd'hui, les gens le savent, et en fait, ça permet de changer le braquet. En s'éloignant de la mode, la consommation durable, en tout cas cette attitude d'être écolo, c'est une question de norme. Ça veut dire que si la norme, c'est par exemple de manger beaucoup de viande, c'est quelque chose, là on a une attitude différente envers la production et la consommation de viande. On a une attitude différente envers les voitures, par exemple. Là, on parle plus de voitures électriques. On parle plus de non-consommation de voiture, de vendre sa voiture pour louer la voiture, pour utiliser plus de vélos, les transports en commun. Donc là, c'est juste un changement de braquet. Et c'est ce qu'on voit apparaître dans l'industrie de la mode, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce changement de braquet. Après, en effet, est-ce que dans 10 ans, j'espère changer complètement Là, c'est plus en ce moment, je donne des conférences, où mes collègues donnent des conférences pour convaincre, pour partager, J'espère que dans 10 ans, j'aurai beaucoup moins de personnes à convaincre de par ce changement de braquet. On a une double question d'une autre Aurore, donc en digital, qui demande « Il y a un inversement dans la corrélation entre les émotions positives et le port du t-shirt éco-responsable, non ?» Et ensuite, elle fait « Pour rebondir sur ma première question et faire écho à l'étude d'Adam Glinski, l'éco-responsabilité dans la consommation d'articles de mode, habillement, accessoires, etc., suffit-elle à elle seule pour créer des émotions positives et donc rendre plus responsable et sauver la planète? Ou faut-il qu'il s'accompagne à un marketing fort de la part des maisons de marque? Alors, dites-moi, Aurore, si j'ai bien répondu à votre première question. Ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas en une histoire de corrélation. Ça veut dire que on est vraiment sur, et c'est pour ça que je parlais d'émotions positives et négatives, ça veut dire que le port d'un t-shirt va amener en conséquence des émotions négatives. Et ces émotions négatives sont plus importantes que ce pic d'émotions positives avec le port d'un vêtement durable. Donc là, on n'est même pas en corrélation, ça veut dire que c'est un comportement A va avoir comme conséquence B.
Là, si on met un t-shirt que moi, je vous décris, c'est aussi ça qui est très important, c'est les t-shirts, en l'occurrence, étaient des t-shirts éco-responsables. Mais moi, je l'ai présenté comme un t-shirt non éco-responsable. Par exemple, et ça regroupe, je pense, la deuxième question sur le marketing, si un t-shirt est décrit comme éco-responsable ou si un t-shirt est décrit comme non éco-responsable, si par exemple, j'ai cité une autre marque, si par exemple je vous donne un t-shirt, je vais le prononcer, la prononciation est des fois différente, Sheen ou Shine, un t-shirt Shine, eh bien, j'ai entendu certains de mes étudiants me dire Shine, c'est une super marque. Alors, je suis désolée, c'est rare que je cite des marques. Quand je dis du négatif d'une marque, j'aime dire du positif. Là, j'ai aucun positif sur Shine, donc j'en suis vraiment désolée. Mais non, Shine n'est pas positif. Et pourtant, pour eux, ils ont une perception positive. Donc, si eux, je les teste, je pense que si je leur donne un t-shirt en disant c'est un t-shirt Shine, ils vont avoir une émotion positive. Si je leur dis ça, c'est un t-shirt Shine, et voilà, toutes les conditions négatives de production, d'envoi, de chaîne de production, etc., là, mes recherches tendent à montrer qu'il y aurait une augmentation d'émotions négatives. Et là, on ouvre la porte du greenwashing. Bon, Aurore rebondit un petit peu sur ce que tu dis. Aurore qui se décrit: je travaille dans l'industrie de la mode et du luxe depuis que je suis sortie de l'ISB et je trouve que le luxe va de pair avec l'éco-responsabilité. On parle de rareté, qualité, préservation des savoir-faire, respect des conditions de travail des artisans, etc. La mode durable coûte cher. Finalement, la fast fashion n'existe-t-elle pas pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre, s'adapter au porte-monnaie de tous, ou encore leur permettre d'être à la mode, celle-ci descend des maisons de luxe pour ensuite se retrouver chez les marques de fast fashion? Je suis complètement d'accord. Et je tiens à préciser que c'est une autre Aurore. Hein. Je ne suis pas en train de m'envoyer des propres questions qui sont super intéressantes pour donner des réponses en accord. Mais c'est exactement ça. Idéalement, je me rappelle d'une diététicienne qui m'a dit, idéalement, si on veut tous avoir un poids stable et qui est bien, c'est très simple, on mange tous les midis tous les midis et tous les soirs dans un restaurant gastronomique. Et on a une belle assiette qui est équilibrée et tout va bien. Si on veut avoir un garde-robe qui est éco-responsable, qui est belle, qui est stylée, qui est unique à notre style, pas de problème, on a une garde-robe de marque de luxe et c'est parfait. Peu de personnes peuvent se l'offrir. Et c'est pour ça, quand je parle de mode durable, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs options en fait. Une des options, en effet, est la mode de luxe. Et c'est une mode de qualité, de ce côté extraordinaire qu'est le luxe, qui fait rêver, qui est unique. C'est merveilleux, la mode de luxe. Et c'est lié, pour moi, ça a toujours été de pair avec l'éco-responsabilité, mais c'est un débat que j'ai avec certains de mes collègues. Mais de plus en plus, la mode de luxe, en tout cas le luxe, va avec l'éco-responsabilité. C'est une des options, ce n'est pas la seule. Parce qu'en effet, tout le monde ne peut pas s'offrir des garde-robes de luxe. Il y a d'autres solutions. La seconde main est une des solutions. Par exemple, la seconde main de luxe ou la seconde main tout court. On a une autre solution, une troisième solution, c'est la mode minimaliste. Quelle qu'elle soit, quel que soit votre style, quel que soit même... Vous avez compris que je ne suis pas très fan de la marque Shine, et même un garde-robe minimaliste de Shine, ça peut être une forme d'éco-responsabilité. Et c'est ça où j'ai beaucoup d'espoir. C'est un des espoirs que j'ai, pour être honnête, c'est qu'il y a plusieurs options. Ça veut dire que si on veut s'habiller en fast fashion, qui est ce mastodonte qui commence à parler de plus en plus d'éco-responsabilité, en tout cas c'est un mastodonte, en tout cas j'ai arrêté de taper sur la fast fashion, l'industrie de la mode en général, qui était polluant, pollueur, etc., ce mastodonte-là, est face à plusieurs options, plusieurs initiatives. Donc ça veut dire qu'en tant que consommateur, si je vous dis la seule solution pour sauver la planète, c'est que nous tous, ici, on arrête de manger de la viande. Combien vont m'écouter? Combien vont le faire? Moi, la première, je vous dis, je ne le fais pas forcément. Mais si on a plusieurs options, en disant, si on veut sauver la planète, vous pouvez soit acheter du luxe, soit faire de la seconde main, soit faire un garde-robe minimaliste. Où il y a plusieurs. En fait, un des vecteurs de travail de recherche que je fais avec mes collègues, c'est justement de trouver un maximum d'options à proposer aux consommateurs. J'ai deux petites questions sur
Des choses très techniques, mais je pense que c'est important. Concernant l'étude 2 que tu as montré, il y a un groupe contrôle dans l'étude 2, point d'interrogation. Alors, l'étude 2, c'est la mode minimaliste. Y a-t-il un groupe contrôle dans l'étude 2? C'est la question. Bien non, parce qu'en fait, l'étude 2, ce sont des gens qui se sont portés volontaires pour la garde-robe minimaliste. Donc, en fait, ce groupe-là est groupe expérimental et groupe contrôle en même temps, si je peux me permettre. Pardon pour les chercheurs qui m'entendent et qui sont en PLS. Mais en fait, je contrôle l'impact de ma garde-robe minimaliste avec cette phase, en comparant la phase 1, la complétion des questionnaires avant la garde-robe minimaliste, et la phase 3, la complétion des questionnaires après la garde-robe minimaliste. Donc en fait, le groupe que je choisis est mon groupe expérimental, mais également mon groupe contrôle. Deuxième question technique, est-ce que tu peux donner la référence pour l'étude du rouge à lèvres? Ah, Palombo et collaborateurs en 2017. Et si vous voulez, si vous m'envoyez un mail, je peux même vous l'envoyer directement. Elle est extraordinaire, cette étude. Je suis dégoûtée de ne pas l'avoir fait, moi-même. On va conclure cette masterclass parce qu'il faut une fin, et puis tu as tes étudiants après. J'ai envie de donner rendez-vous à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui à la rencontre thématique sur le luxe de demain, le 21 avril au Claude Vougeot. Je pense que c'est clairement une très belle introduction aujourd'hui, très beau partage d'expertise. Et nous aurons aussi le partage de grandes maisons, notamment avec Stéphane Voyer de la parfum Christian Dior, d'Emeline Gaillard qui travaille chez Chanel en marketing, Cécile Lochard qui est directrice du développement durable de chez Guerlain, ou encore Benjamin Petitjean qui est dans la division luxe de Sotheby's à Genève. Donc on parlera du luxe de demain dans un lieu emblématique qui est le Claude Vougeot. Merci Aurore pour le partage et puis à très bientôt. Au revoir.